C'est Alain Ehrenberg, un sociologue qui a écrit une trilogie de livres assez intéressants en montrant que finalement ce mythe du surhomme qui s'était comme incarné dans notre société avait amené, c'est le titre de son premier ouvrage, à un culte de la performance. Il faut être performant, il faut être le meilleur, il faut réussir en toutes circonstances, il faut construire sa vie. Tu es le maître de ta vie, tu dois le construire par toi-même. Et l'homme est réduit bien sûr à son faire, à son agir, à sa décision, et son être n'est plus là, voyez-vous. L'homme ne vaut pas ce qu'il fait, l'homme ne vaut pas ce qu'il sait, l'homme ne vaut pas ce qu'il sait ou ce qu'il développe, il vaut ce qu'il est. C'est un père de famille devant son enfant grabataire, complètement handicapé, qui me dit « Nicolas, tu as là sur le lit 60 kilos d'amour. » L'amour ne se pèse pas, bien sûr, on a bien compris. Mais il y a une sorte de réalité, voyez-vous. La vie de cette personne est là. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, il y a une sorte de puissance dans ces personnes qui... J'ai travaillé au Cotolengo à Turin, c'est une maison d'accueil de personnes handicapées physiques et mentales profondes. Il y avait Liborio, je me souviens de son nom, et je ne peux pas oublier ni son nom, ni son visage, ni son sourire. Il était sur un lit à peu près la taille de cette table, il faisait une sorte de S sur le lit, et il était complètement déformé, une sorte de microcéphalie en plus, dur comme un morceau de bois, paralysé. Et dès qu'on le changeait, qu'on le nourrissait, il y avait une souffrance terrible. On voyait son visage se crisper, son corps se tendre. Il ne pouvait pas bouger, mais on sentait quand même une tension terrible. Et dès qu'on le caressait sur la joue, alors son visage se détendait, son corps s'étendait. Il y avait un sourire qui prenait tout le visage, vu son handicap aussi de microcéphalie. Et il n'y avait plus qu'un sourire sur le visage, et ses yeux commençaient à papillonner. Alors après l'adoration, moi j'allais voir Liborio, parce que c'était Jésus dans l'un et dans l'autre. Donc j'allais contempler le Seigneur. Et un jour, un frère me voit devant Liborio et me dit, tu sais, il y a quelques années en arrière, des chefs d'entreprise sont venus ici, avaient financé l'institution et visité l'institution. Et 3 de ces chefs d'entreprise, passant devant Liborio, disent, un homme comme ça, c'est trop grave, on ne peut pas laisser vivre. Et alors le frère entend cette parole, et puis s'approche des 3 industriels, des 3 chefs d'entreprise, en disant, écoutez, c'est vrai, Liborio, c'est un grand mystère, la souffrance de Liborio, l'état de cet homme, et en même temps, il commence à caresser Liborio sur la joue, et dit, voyez, Liborio, il y a quelque chose qui se passe quand on est avec lui en relation, ça change tout. Et Liborio a fait son sourire magnifique, a commencé à cligner des yeux, et un des 3 dit, si un homme comme ça peut sourire, alors c'est que Dieu existe. Quand j'étais là-bas, ça faisait 9 ans que ces 3 chefs d'entreprise venaient tous les samedis matins raser les malades. 9 ans, y compris Liborio. 9 ans, tous les samedis matins, ils étaient là, avec leur complet cravate et une blouse blanche par-dessus, pour raser les malades. Et pendant l'été, s'arranger pour être 2 là, prendre des vacances de manière distincte, de façon à être présent. Voyez-vous, on est hors du culte de la performance. Le culte de la performance met une telle pression, dit Alain Ehrenberg, que ça conduit à ce qu'il appelait, lui, l'individu incertain. C'est-à-dire que comme je n'arrive pas à correspondre à ce que l'on exige de moi, alors je suis complètement déstabilisé dans mon être. Et 2 réactions vont se manifester. La première, la mise en scène de ma vie, soit de manière schizophrénique, pathologique, virtuelle, dans des jeux de rôle, soit aussi par des téléréalités, la ferme célébrité et toutes ces choses-là. Je mets en scène ma vie, parfois je suis dans la mystification totale. Et l'autre manière, c'est les techniques. Techniques de maîtrise de soi, techniques de développement, techniques de rebirth, techniques de coaching, techniques toutes les techniques qu'on peut développer de développement personnel, les drogues et les psychotropes. Me doper à la coke, me doper à différentes choses. Je n'arrive pas à accepter l'état dans lequel je suis. La pression qui m'est mise de me réaliser, d'advenir, de m'épanouir, dans la façon matérialiste de le voir, arrive nécessairement à une impasse. Et je ne corresponds pas à cela. Du coup, je ne sais plus quelle est mon identité. Et je deviens dans cette fabulation de mon être, dans cette construction virtuelle de mon être, ou médicale de mon être. On voit déjà une limite de certaines techniques médicales à ce niveau-là. L'individu devient incertain. Et il reste, comme 3e conséquence, dit Alain Ehrenberg, la fatigue d'être soi. Je ne me supporte plus, je n'en peux plus. Une fatigue dépressive qui a remplacé l'angoisse névrotique des années 60. Une sorte de fatigue devant l'immaîtrisable, devant l'incapacité de correspondre à ce qu'on voudrait que je sois. D'être toujours à se poser la question, mais dans quel jeu est-ce que je suis? Est-ce que j'ai dans les bonnes règles du jeu? Est-ce que j'arrive à y aller? Et du sort qu'on va aboutir à une sorte de perte de motivation, perte de communication, perte de socialisation. L'homme devient déficitaire et fatigué d'être homme.
Voilà, alors c'est une analyse assez intéressante de voir qu'à partir de cette idéologie de l'homme parfait, du surhomme en quelque sorte, on en arrive à la fatigue d'être homme. Vous voyez, la conséquence logique est celle-ci, et en passant par l'incertitude de qui je suis. D'où l'importance capitale d'avoir une saine anthropologie pour savoir qui est l'homme et donc comment le reconstruire, comment faire en sorte que cet homme fonctionne correctement. Enfin, j'entends, imaginez vos enfants qui viennent à la maison, à la cuisine et vous disent « Maman, est-ce que tu aurais le mode d'emploi du mixeur ?» Et là, on dit « Oui, mais pourquoi ?»« C'est pour l'ordinateur que tu viens de m'acheter. » Et dit « Mais je ne vois pas le rapport entre le mixeur et l'ordinateur. »« Non, mais le mode d'emploi de l'ordinateur, il est épais comme ça. » Et j'arrive pas à tout lire, ça me casse les pieds. Le mixeur, j'ai vu qu'en 18 langues, il était petit comme ça. Je préfère avoir le mode d'emploi du mixeur pour mon ordinateur que le mode d'emploi de l'ordinateur. Elle dit là, écoute, je vais t'expliquer, ça va pas marcher. Peut-être il y aura on-off qui correspondront, mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui va être là. Et voyez-vous, on a tous compris que, enfin, vous savez, votre voiture qui est en panne, vous n'allez pas chez le boulanger en disant que ma voiture est en panne, à moins qu'il soit aussi mécanicien. Mais ce n'est pas au titre de boulanger qu'il va la réparer, voyez-vous. Il n'y a qu'un endroit où on oublie d'aller chez le Créateur, c'est l'homme. On va chercher partout ailleurs, sauf chez le Créateur, le mode d'emploi du bonheur de l'homme et le mode d'emploi du cœur de l'homme. Et ça, c'est un des problèmes, finalement, de notre monde. Et pourtant, c'est bien là l'enjeu. Comment reconstruire la personne humaine? Comment faire en sorte que cette personne humaine soit debout? La gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Et comment arriver à cette construction? Voilà, donc, on en arrive finalement à travers ces grands enjeux culturels, à une crise importante qui est une sorte d'obsession de la santé parfaite. On est en train de retrouver que la personne n'est pas un amas de cellules, n'est pas un tas d'organes plus ou moins bien ordonnés, que la personne n'est pas des milliards de cellules neuronales qui s'entrechoquent entre elles. On est en train de voir qu'il y a non seulement l'unité de la personne dans toutes ses dimensions, mais également l'aspect relationnel de la personne. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Voilà, donc d'un point de vue plus philosophique, si vous voulez, et chrétien, on pourrait dire que la santé va concerner bien sûr la santé physique, c'est un aspect de la santé du corps, les organes et tout ça, mais ce n'est pas suffisant. La santé psychique est aussi concernée, les humeurs, la façon de ressentir, de vivre mon émotionnalité, de gérer mon émotionnalité aussi, qui est extrêmement important aujourd'hui. Hein, on est dans une société qui vit une sorte de dérive émotionnelle, l'homme ayant été réduit à sa neurobiologie et à ses organes, eh bien, il n'a pas de dimension supérieure pour gérer les passions et les pulsions qui peuvent monter en lui. Et de sorte qu'on en arrive un petit peu à cette vision freudienne de la personne humaine, une sorte de ça pulsionnel qui habite l'homme et qui est plus ou moins maîtrisé par un surmoi, dans des tensions et des frustrations douloureuses, où l'homme n'arrive plus à se situer par rapport à ce qu'il ressent et ce surmoi qui le castre. Et donc, c'est une vision conflictuelle de la personne humaine, alors que nous avons une vision ordonnée, paisible de la personne humaine. Il y a la santé spirituelle, bien sûr, qui est essentielle, dans l'ordre physique, psychique, spirituel, et puis aussi relationnel. Qu'en est-il de ma santé relationnelle, de l'état des relations dans lesquelles je suis? Tout le monde a bien compris aujourd'hui, on a beaucoup parlé à un moment donné des maladies psychosomatiques, on sait aujourd'hui qu'elles sont spirituo-psychosomatiques et qu'elles sont relationnelles, spirituo-psychosomatiques. Et que finalement, si l'on distingue les différents degrés de la personne humaine, c'est pour ni les mélanger, ni les confondre, mais les ordonner les uns aux autres et restituer l'homme dans son ordre propre, la paix étant, selon une belle définition de saint Augustin, la tranquillité de l'ordre. Il ne s'agit donc pas de trouver un équilibre, ce qui n'est pas une notion philosophique réaliste, mais une notion d'ordre. Comment ordonner les choses de telle sorte que chaque chose soit à sa place. Si je prends un exemple, je peux essayer de mettre en équilibre le stylo ici. Comme je ne suis pas très doué, j'ai un peu de peine. C'est un équilibre. Quant à l'ordre du stylo, sa finalité, c'est d'écrire. Et quand je le tiens comme ça pour écrire, alors c'est fait pour ça, le stylo. Voyez-vous la différence entre équilibre et ordre. Et c'est d'équilibrer une personne, c'est mettre une personne dans une sorte de mouvement, de stabilité plus ou moins établi, mais qui ne dit rien du tout de l'ordre de la personnalité. Et donc, ce déséquilibre est profondément précaire, de sorte que j'irai d'équilibre en déséquilibre en cherchant toujours de nouvelles techniques et de nouveaux moyens pour maîtriser l'équilibre, alors que la vraie question, c'est comment me mettre en ordre. Et ça change tout.